L'exposé qu'on a construit s'intitule Adaptation du diagnostic agronomique régional. Vous verrez par la suite sur certaines diapositives l'acronyme DAR, à l'analyse des rendements viticoles. Donc, comme l'a précisé Anne, c'est bien une proposition méthodologique qu'on vous fait là et qu'Anne illustrera à travers un cas d'étude précis. Donc, c'est là que ça ne marche pas. Non, pas. Si, c'est bon. Donc, en fait, l'intervention que l'on va faire s'appuie, en tout cas pour la première partie, sur un article qu'on a publié en 2020 avec, donc, vous voyez les co-auteurs. Il se trouve qu'on est toutes les quatre présentes aujourd'hui pour ce Zoom, donc on sera en mesure de répondre à vos questions. Cet article s'intitulait volontairement Adaptation d'une méthode existante, donc le diagnostic agronomique régional. Je vais vous dire en quoi il s'est agi d'adapter cette méthode existante. Donc, le premier constat, hein, la motivation à analyser les déterminants de la variabilité du rendement viticole, bah, c'est d'abord le constat d'une forte évolution des rendements. Donc, sur la gauche, vous voyez par exemple dans un réseau de parcelles viticoles différents niveaux de performance, donc exprimés en hectolitres par hectare, suivant les années de conversion. Donc, c'est les travaux d'Anne notamment. Donc, l'état conventionnel en blanc, puis première année de conversion, deuxième année de conversion, troisième année de conversion. Et on voit une fluctuation très importante avec des coefficients de variation qui peuvent aller jusqu'à plus de 50%. Ensuite, l'autre point, c'est que même si on regarde ça à une échelle régionale et pluriannuelle, on voit aussi des fluctuations de rendement avec des patterns, avec des zones tout le temps plus basses. Vous voyez notamment la parcelle de Syrah en Languedoc, la une, là, puis des zones tout le temps plus élevées, donc avec des déterminants du rendement qui sont questionnés à ce niveau-là. Donc l'enjeu, comprendre, caractériser la variabilité des rendements et ses déterminants. Alors, pour ce faire, on revient à la base, hein, on revient à l'élaboration du rendement viticole en essayant de se doter d'une équation partagée. Donc, comme toute décomposition du rendement, il s'agit de regarder comment au cours du temps, au cours du cycle ou de plusieurs cycles, va s'élaborer la masse récoltée par hectare. Donc là, on identifie 5 principales composantes du rendement: le nombre de ceps par hectare, que multiplie le nombre de rameaux par cep, que multiplie le nombre de grappes par rameau, que multiplie le nombre de baies par grappe, que multiplie le poids moyen d'une baie. J'ai pas précisé l'unité, j'ai juste mis masse, mais qu'on peut exprimer aussi dans le cas d'un rendement viticole en hectolitres. Là, on gardera l'approche par masse. Ce qui est compliqué là-dedans, c'est que ces composantes du rendement ne s'élaborent pas au même moment, ça on le sait, et aussi qu'il y a des dépendances entre elles avec des relations source-pluie qui peuvent être importantes à considérer, notamment pour le pilotage du feuillage, par exemple. Si on décompose maintenant un petit peu les composantes du rendement susceptibles d'être les plus variables, ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'en gros, c'est le nombre de grappes qui est très variable, qui est très important dans l'élaboration du rendement, à hauteur de 60%. Vient ensuite le nombre de baies par grappe à hauteur de 30%, puis le poids d'une baie. Et face à ce constat-là, donc issu de la littérature, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on cherche à expliquer la variabilité du rendement viticole une année donnée à l'échelle d'une région donnée, on va dire que cette variabilité, elle est expliquée à 60% par les variations du nombre de grappes. Donc, capter ces variations du nombre de grappes et comprendre pourquoi il y a plus ou moins de grappes, c'est essentiel pour comprendre la variabilité du rendement. Idem dans une moindre mesure pour les variations du nombre de baies et enfin pour les variations du poids d'une baie. Donc, voilà ce que ça peut donner si on essaye de plotter, de représenter le rendement en fonction du nombre de grappes, par exemple. Vous voyez un nuage de points qui explique en partie une variabilité, pas toute, mais le nuage de points étant de plus en plus centré sur une relation linéaire quand on s'approche, quand on prend le cas des nombres de grappes comme explicatif du rendement. C'est la figure bleue. Alors, si on regarde encore cette histoire de variabilité, on sait aussi que l'effet des conditions de l'année, l'effet du millésime, comme on dit en viticulture, est essentiel. Et là, par exemple, dans le cas de ce jeu de données, on se pose la question de pourquoi en 2004 a-t-on les rendements les plus forts tout en ayant un nombre de grappes relativement faible. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est important d'avoir une approche multicomposante. Il ne s'agit pas juste de regarder une composante du rendement, une grappe, mais bien de regarder toutes les composantes du rendement pour comprendre les fluctuations du rendement. Alors, vous voyez ici, si on zoome un peu justement sur cette fameuse année
2004, et ben pourquoi il y avait peu de grappes en 2004? Vous le voyez, c'est la graphique de gauche. Nombre de grappes en 2004, on était au voisinage de 15. Eh bien, parce qu'il y avait une canicule en 2003. Donc, on suppose que cette canicule de 2003 a impacté le nombre de grappes de 2004. Et par contre, qu'est-ce qui fait que le rendement de 2004 était particulièrement élevé? C'est qu'il y avait des conditions favorables sur l'année 2004, sur le millésime, qui ont déterminé deux autres composantes du rendement, le nombre de baies élevé en 2004 et le poids d'une baie élevé en 2004. Dernier point de cadrage un petit peu méthodologique en relation avec la physiologie de la vigne. Bah, alors, je ne sais pas pourquoi la succession des chiffres est un peu bizarre, mais retenez que c'est 1, 2, 3, 4, 5, pardon pour ça. Quand on s'intéresse au rendement d'une vigne, hein, comme toute pérenne, il y a un certain nombre de spécificités à la fois sur l'élaboration du rendement et puis à la fois sur son possible pilotage. Alors, le premier point, c'est qu'il n'y a pas de succession d'espèces dans la parcelle viticole, on pourrait dire la même chose sur les vergers, et qu'il y a un renouvellement lent, voire nul, des variétés. La deuxième spécificité, c'est qu'il y a peu d'action sur la phénologie, à part peut-être retarder la date de taille. Il y a un effet mémoire très fort via la mise en réserve du carbone et de l'azote, donc qui vont être déterminants sur l'accès aux ressources de l'année suivante. Il y a également un étalement du cycle de production sur le 2 ans, donc notamment avec l'idée que l'élaboration du nombre de grappes de l'année N dépend des conditions de l'année N-1. Et puis évidemment, c'est un agrosystème à long cycle, à plusieurs décennies, sur lesquels les effets cumulatifs vont s'exprimer particulièrement. Alors, je continue pour ce cadrage méthodo, j'espère pas être trop longue. Donc, tous ces aspects, à la fois physio, à la fois de conduite, ont motivé la nécessité de mettre en place une démarche qui aurait pour objectif de caractériser la variabilité des rendements, première chose, et également d'identifier les facteurs explicatifs de cette variabilité. Alors, il se trouve que, historiquement, en agronomie, une telle démarche existait depuis assez longtemps. Vous voyez, la publi date de 1997. Et qu'elle était appliquée au système de culture à base d'annuels. Ça a été développé à l'époque par Thierry Doré, Michel Sébillotte et Jean-Marc Ménard. Et donc, cette démarche d'explication des rendements avait été diffusée sur un grand nombre de cultures annuelles. Et donc, on a proposé de travailler sur son adaptation à la vigne. Alors, le schéma que vous voyez ici en anglais, c'est le schéma qui existe dans la publi portée par Anne. Et donc, ce schéma montre les 6 étapes de la démarche de diagnostic agronomique régional. Et en rouge figurent les étapes qui ont fait l'objet d'une adaptation spécifique pour la vigne. Alors, la première étape qui fixe l'objectif du diagnostic, en gros, pourquoi on s'intéresse à cette question de variabilité du rendement, eh bien là, la première chose qui était un peu spécifique à la vigne était le fait qu'il y avait une diversité d'objectifs de rendement. Souvent, dans les cultures annuelles, on cherche un peu le meilleur rendement possible. Dans la vigne, et notamment par le fait des appellations, des cahiers des charges d'appellation, on peut avoir des rendements visés un peu moins importants. La deuxième étape d'activation des connaissances a supposé 2 adaptations, et notamment celle dont j'ai déjà parlé, sur le processus d'élaboration du rendement, qui dans le cas de la vigne est bien sur 2 ans et non sur l'année culturelle pour une culture annuelle. Troisième étape de mise en œuvre du design expérimental, alors je vais peut-être dire un mot de cet aspect-là, c'est que quand on s'intéresse à la compréhension de la variabilité du rendement, l'idée c'est qu'on va essayer aussi de construire des expérimentations permettant d'identifier des potentiels facteurs limitants. Et donc, dans ces expérimentations, ce qui va être important, c'est de choisir quelles variables vont être suivies, donc évidemment les composantes du rendement. Et dans le cas de la vigne, ce qui était un petit peu spécifique, je commente la case rouge du milieu, c'est qu'il fallait un point de comparaison. À quoi on compare le nombre de grappes? Est-ce qu'on est capable de dire si le nombre de grappes est inférieur ou est satisfaisant par rapport à l'objectif de rendement? Donc, compte tenu notamment du fait qu'on a des limitations dans les objectifs de rendement. Et enfin, les choix des facteurs à étudier. Et là, la spécificité, c'est que comme le rendement viticole s'élabore sur 2 ans, les facteurs à étudier, notamment accès à l'eau, accès aux nutriments, nécessairement, ils vont être étalés sur 2 ans. Quatrième étape, là, pas de changement. Il s'agit de collecter les données sur la base de ce design expérimental. Cinquième étape, analyse des données, avec notamment des corrélations multiples et des analyses de données un peu plus complexes liées au processus d'élaboration sur 2 ans. Anne nous en reparlera dans l'exemple qu'elle va présenter. Et la dernière étape, qui est la même par rapport au diagnostic agronomique proposé par Thierry Doré en 1997, qui est bien de hiérarchiser
les facteurs potentiellement explicatifs de cette variabilité de rendement. Alors, la méthode repose sur la connaissance du processus d'élaboration du rendement viticole. Vous voyez ici une représentation en escargot de ce rendement viticole, donc entre l'année N-1 et l'année N, avec l'étape en N-1, notamment de la différenciation des bourgeons inflorescentiels de l'année suivante. Je ne commente pas plus avant. Cette méthode, elle repose aussi sur le processus d'élaboration du rendement viticole. Elle est aussi assez consistante, convergente. Elle n'est pas complètement calée dessus, mais avec la démarche des yield gaps. Alors, j'affiche tout, hein, qui montre les potentiels explicatifs entre, enfin, les déterminants supposés, je vais dire comme ça, entre le rendement potentiel parcelle, et le rendement réel. Vous voyez que la cascade de chute correspond notamment au rendement potentiel de l'année -1, à la limitation par l'eau et par l'azote, et à la réduction, donc on parle de facteurs limitants pour l'eau et l'azote, et facteurs réducteurs pour les bioagresseurs, de ce rendement potentiel tout au cours de l'année. Donc ça, c'est le cadre d'analyse du yield gap qui a été proposé aussi au départ sur les cultures annuelles. Donc voilà, j'affiche un petit peu plus précisément ce que ça veut dire. Ça veut aussi dire que si on veut comprendre cette dégringolade, entre guillemets, eh bien, il s'agit d'être capable d'identifier des indicateurs de stress. Là aussi, de les interpréter, savoir si un état hydrique donné à tel moment explique un stress ou pas, et qu'il est éventuellement relié à une baisse de la composante du rendement qui s'effectue à ce moment-là, qui s'élabore à ce moment-là. Alors justement, j'affiche tout. Là, vous voyez la décomposition du rendement dont j'ai parlé tout à l'heure, avec une formule sensiblement différente, mais on retrouve nombre de rameaux. Tout à l'heure, il y avait nombre de cèpes et nombre de rameaux compris dedans, fois nombre de grappes par rameau, on l'avait, fois nombre de fleurs par grappe, fois taux de nouaison. Tout à l'heure, on avait simplement fois nombre de baies par grappe, fois poids d'une baie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces facteurs ou ces composantes du rendement s'élaborent à des périodes différentes dans le temps. Et donc, typiquement, les effets du milieu, par exemple du climat, vont s'exprimer sur certains des facteurs en fonction de la période à laquelle ils interviennent. Donc, vous avez ici l'effet direct du climat, par exemple, sur le taux de nouaison, l'effet direct du stress hydrique et azoté sur le nombre d'organes, à la fois le nombre de grappes par rameau et fleurs par grappe en année N-1, ou on en est une si vous voulez, et à la fois le nombre de fleurs par grappe et taux de nouaison pour les rendements de l'année. Et puis ici, effet indirect du stress hydrique et azoté sur la production d'assimilats par la photosynthèse. Et là, il peut y avoir des effets de compétition entre les deux. Alors, juste pour étayer un petit peu l'importance des différentes composantes du rendement, je montre des résultats qu'on avait obtenus lors d'une thèse soutenue en 2014 par Nicolas Guilpart, qui montrait une relation très satisfaisante entre un indicateur d'état hydrique à floraison de l'année 1, donc là, c'est un potentiel hydrique, un potentiel de base, avec le nombre de grappes par rameau. Donc, c'est des résultats qui ont pas mal diffusé. Vous voyez que la relation était satisfaisante, avec un potentiel explicatif assez élevé, notamment pour la syrah. Donc, cette période, floraison, grain de taille de pois, est une période clé pour comprendre l'élaboration du rendement, à la fois pour le nombre de grappes de l'année future, mais aussi pour le nombre de baies de cette année. Donc, 65 à 70% du rendement est déterminé l'année d'après. Deuxième composante du rendement très importante à considérer, vous vous rappelez, hein, dans la cascade, c'était d'abord nombre de grappes, après nombre de baies par grappe, et c'est là, cette fameuse nombre de baies par grappe, donc, dont le potentiel est élaboré en début de cycle, et puis qui est finalement réalisé en fin de cycle, suivant les stress hydriques, azotés et les éventuelles conditions climatiques durant la floraison et la nouaison. Donc, vous voyez que la chute entre la valeur potentielle du nombre de baies par grappe et la valeur réelle apparaît entre floraison et nouaison. Donc voilà pour la démarche, donc je le rappelle, inspirée des cultures annuelles, mais adaptée en fonction de la spécificité de la vigne. Et donc maintenant, je propose de passer directement la parole à Anne, qui va vous présenter comment cette démarche, donc publiée récemment, a été appliquée pour comprendre la variabilité des rendements pendant la période de conversion des vignobles vers l'agriculture biologique. Merci. Alors, je vais partager mon écran et vous me dites si vous voyez tout.
en cours. Ça devrait C'est être bon. bon, Est-ce c'est que... pas affiché en plein écran encore. Ah, pardon, j'oublie le détail. Hop, et là, c'est tout bon? Oui, Bon, ok. Je prends l'onglet d'Aurélie pour vous présenter alors, un cas d'étude qui est la conversion, enfin l'analyse de la conversion vers l'agriculture bio. On n'a pas complètement strictement appliqué la démarche telle que l'a présentée Aurélie, mais toute la réflexion et la construction de l'approche, elle est vraiment très inspirée de la démarche du diagnostic agronomique régional, avec une difficulté particulière dans la conversion à l'agriculture bio, c'est qu'on a une dynamique de changement de pratique qui se surrajoute à la dynamique en fait des rendements sur les années N et N plus 1, quoi. Donc, on n'a pas pu aller aussi loin en termes d'analyse que ce qui a été présenté par Aurélie. Mais bon, on remobilise, vous allez voir, hein, pas mal de principes et de connaissances présentées. Donc, voilà. Donc, en fait, juste, je vais balayer très rapidement le contexte de l'étude. En fait, on a commencé à travailler sur la conversion au bio au moment de l'explosion des conversions en viticulture à partir de 2010. Et on avait à ce moment-là réalisé une enquête et on s'était aperçu qu'un des freins majeurs, en tout cas dans la zone sud, à la conversion, c'était la peur de la baisse du rendement pendant la conversion, peur plus ou moins justifiée, puisqu'on observait quand même des baisses de rendement. Et donc, on a décidé de suivre un certain nombre de parcelles pendant leur conversion et d'analyser en fait la dynamique des rendements pendant cette conversion et d'essayer de remonter aux facteurs explicatifs de cette dynamique si on en observait une. Voilà, en s'appuyant sur l'approche donc de diagnostic régional agronomique. Alors, si vous voulez plus de résultats détaillés, on l'a publié en 3 articles. Alors, effectivement, le fait d'avoir publié en 3 articles nous a obligés à découper aussi la démarche de diagnostic agronomique. C'est pour ça qu'on ne la présente pas strictement comme un diagnostic agronomique. Voilà. Alors, donc, première étape, j'ai juste le bandeau devant les yeux, donc de caractérisation de la variabilité des rendements. Donc, c'est le graphique que vous a déjà présenté Aurélie. Quasiment tous mes graphiques de ma présentation, ils sont organisés avec 4 catégories de parcelles. Les CV, donc les parcelles en conventionnel, C1, C2, C3, ça correspond aux parcelles en première année, deuxième année et troisième année de conversion. Donc du coup, vous avez ici l'évolution que l'on a observée dans un réseau de parcelles des rendements réels déclarés par les viticulteurs. Et ce qu'on observe, c'est effectivement une dynamique de rendement pendant la période de conversion avec une baisse des rendements, notamment en première et en deuxième année de conversion, et une remontée des rendements en troisième année de conversion. Donc la question qui se pose, c'est comment expliquer cette dynamique. Du coup, la deuxième étape du diagnostic agronomique serait de remobiliser un certain nombre de connaissances qu'on a sur l'élaboration du rendement et les processus de source pluie, d'élaboration du rendement et d'élaboration des composantes. Donc ça, Aurélie en a présenté une partie, donc je vais sauter à la case suivante. Du coup, la troisième étape du diagnostic agronomique, c'est la mise en place d'un dispositif expérimental permettant d'expliquer, de remonter aux facteurs explicatifs de cette variabilité des rendements. Donc, on a travaillé sur 25 parcelles. Donc, vous voyez sur la carte répartie, donc on est dans le sud de la France, à Montpellier jusqu'à au-dessus d'Orange, et sur 4 années, donc 48 situations. On a essayé d'avoir une approche le plus synchronique et diachronique. Mais donc à la fois, une même année, on avait des parcelles en conventionnel C1, C2, C3, et on essayait de suivre au maximum les parcelles le long de leur conversion. Donc, on n'a pas pu, par contre, avoir vraiment des conversions complètes, donc de conventionnel jusqu'à C3, parce qu'on n'a pas réussi à repérer suffisamment tôt les parcelles en conventionnel. Mais souvent, on arrivait à avoir une continuité au moins de 2-3 ans sur la phase de conversion. Donc, les parcelles étaient bien suivies au moins 2 ans pour travailler sur des cycles complets d'élaboration du rendement. Et vu la disparité des points sur le graphique, vous voyez qu'il y a une grande diversité de contextes de production, donc de sol, de pratique, de climat, et aussi d'objectifs du rendement, parce qu'on avait des objectifs du rendement qui pouvaient varier de 20 hectos
sur certaines parcelles, jusqu'à 50, 60 hectos sur d'autres. Donc, on a cherché quand même à uniformiser sur le cépage. On a travaillé sur des grenaches avec dans la mesure du possible, un plafond de rendement de 50 hectolitres hectares. Donc, plutôt des conditions d'AOC. Et le travail s'est étalé entre 2013 et 2016, avec des années, du coup, en termes de pression maladie, très contrastées, en plus d'être très contrastées au niveau climatique. Donc 2013, une année à très forte milieu, par exemple. 2015, c'était une année à black rot. Et 2014, on était plutôt sur une année vert de grappe. Voilà pour le dispositif expérimental. Ensuite, en complément, qu'est-ce qu'on faisait dans ces parcelles? Donc, effectivement, on s'est focalisé sur les composantes de rendement. Donc, le nombre de fleurs par inflorescence, le nombre d'inflorescences, après le nombre de baies vertes par grappe, le nombre de baies par grappe, donc baies ramassées cette fois-ci, le poids de la grappe et le poids moyen des baies. On a suivi 30 cèpes par parcelle sur lesquels on a suivi en fait un organe reproducteur. Donc 30 organes reproducteurs par parcelle. Et en plus des rendements et composantes du rendement, on a suivi les dégâts de bioagresseurs, les tas hydriques et azotés et un certain nombre de pratiques qui ont été relevées donc autour de l'entretien du sol, les traitements phyto, l'entretien en végétation. Voilà. Donc un très grand nombre de variables mesurées. Juste pour info aussi, le passage au bio, en fait, passer au bio, ça veut dire adopter des pratiques bio dès la première année de conversion. Donc, c'est-à-dire que le changement de pratique, il intervenait entre le conventionnel et le C1. Et parfois, on avait soit 3 récoltes complètes qui étaient impactées par des pratiques bio, parfois 2 récoltes complètes selon la date en fait vraiment de déclaration du bio. Dans tous les cas, il y a un arrêt donc, des fongicides de synthèse avec un passage au cuivre et au soufre, un arrêt des insecticides de synthèse avec un passage à des produits moins nocifs et de biocontrôle, et un arrêt des herbicides de synthèse dans la plupart des parcelles qui ont été suivies, donc un passage au travail du sol et à de l'enherbement plus ou moins important dans le rang et dans l'interrang. L'escargot, Aurélie l'a déjà présenté. Donc, on a suivi l'élaboration du rendement sur 2 ans. L'idée principale qu'on avait en tête, c'est de capter en fait ce qui se passait au moment du printemps, l'année N-1, donc au moment de la formation des inflorescences. Donc, Aurélie a rappelé que le nombre d'inflorescences et le nombre de grappes compte pour à peu près 60% de la variabilité du rendement. On a aussi un petit effet sur le nombre de fleurs au moment du printemps. Donc, il y a vraiment, et à ce moment-là, on sait qu'il y a une sensibilité très forte de l'initiation et la différenciation des inflorescences au niveau de stress hydrique et azoté. On cherchait aussi à capter ce qui se passait au printemps N par rapport au rendement récolté l'année N. Donc, au moment du développement des inflorescences et des fleurs, en particulier au moment de la nouraison. Là aussi, on sait qu'il y a une très forte sensibilité au stress hydrique et azoté, en plus d'une sensibilité aux maladies. Et on a suivi aussi ce qui se passait pendant l'été, notamment au moment sur la dynamique de croissance des baies, qui est donc forcément sensible aux maladies, avec des pertes directes, et sensible au stress hydrique. Voilà, donc étape de collecte des données, je saute, parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter. L'analyse maintenant des données et les résultats. Donc, il se trouve qu'on a donc travaillé sur analyser beaucoup de variables avec 3 principales situations qui ont été identifiées en termes de résultats. Des variables qui ne montraient pas de significativité, mais avec des tendances qui étaient très proches de celles observées sur la dynamique des rendements, qui nous questionnent, mais sur lesquelles on ne peut absolument pas conclure du coup. Des variables sur lesquelles on observe des dynamiques avec une significativité et une dynamique plutôt identique à celle des rendements, alors soit opposée, soit exactement dans le même sens, et puis donc des variables non significatives sur lesquelles il n'y a pas de tendance. Donc, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les résultats. Vous avez ici une synthèse des variables qu'on a observées, mesurées. C'est dans la publi. J'ai extrait les informations les plus intéressantes dans la suite du diaporama. Donc, les principaux résultats. Donc, d'abord, on avait dit que les rendements baissaient temporairement pendant la conversion. Une première question qui se posait, c'était est-ce que c'était vraiment une baisse subie des rendements ou est-ce que c'était une baisse voulue liée en fait à l'évolution de l'objectif de rendement? Donc, vous avez ici le IAR qui est présenté, qui est en fait un ratio, un niveau d'atteinte des rendements, le ratio entre le rendement obtenu et l'objectif de rendement du viticulteur. Donc, vous voyez ici qu'il y a aussi une dynamique en fait
de rendement, enfin de niveau d'atteinte des rendements. Et donc, en fait, l'évolution des rendements est bien une évolution subie par le viticulteur et non pas voulue. Donc, l'évolution des rendements n'est pas liée à l'évolution de l'objectif des rendements. Ensuite, on se posait la question du coup de la composante de rendement qui est impactée le plus la baisse des rendements. Donc, on a regardé le nombre de grappes. Voilà. Le nombre de grappes. Alors, ce qu'on peut voir en fait, c'est que le nombre de grappes va baisser en deuxième année de conversion en deuxième année de conversion. Et donc, en particulier, dès la formation des inflorescences. Si on regarde cette fois-ci l'autre composante qui est le poids, la masse des grappes, on s'aperçoit aussi que la masse des grappes, donc c'est le graphique qui est à gauche, la masse des grappes va baisser en première année de conversion et en deuxième année de conversion. Un peu plus finement, ce poids des grappes, donc la multiplication du nombre de baies par le poids, enfin la masse d'une baie, masse moyenne d'une baie. On s'aperçoit que à la fois le nombre de baies et le poids moyen d'une baie baissent en première année de conversion et en deuxième année de conversion. Donc la première chose qu'on observe finalement, c'est que l'ensemble des composantes du rendement est impacté par la conversion et que la dynamique en fait de ces composantes, elle est très proche de la dynamique du rendement, à part peut-être pour le nombre de grappes qui est surtout impacté en deuxième année de conversion plus qu'en première année de conversion. Donc il y a bien un effet de la conversion en première et deuxième année de conversion sur les composantes du rendement. Et du coup, comment expliquer ces dynamiques? Forcément, on a fait l'hypothèse que ça pouvait venir d'un stress hydrique ou d'un stress azoté, en particulier au moment de la floraison et de la nouaison. Donc, si on regarde du coup l'évolution hydrique autour de la nouaison, vous avez ici deux indicateurs. Donc, à gauche, vous avez le SPAT, donc qui est un indicateur de la teneur en azote des feuilles au moment de la nouaison. Et à droite, vous avez un indicateur de stress hydrique qui est basé sur le suivi de la croissance des apex. Donc, ce qu'on observe, c'est une dynamique de ces deux indicateurs au moment de la conversion. Donc, la teneur en azote des feuilles qui diminue en première et en deuxième année de conversion et qui remonte en troisième année de conversion. Et le stress hydrique qui augmente en première et deuxième année, enfin surtout en première année de conversion et un peu en deuxième année de conversion, et qui revient à la normale en troisième année de conversion. Donc, vous verrez aussi qu'il y a beaucoup de variabilité dans les données, mais malgré tout, on a des effets significatifs. Donc, on retrouve effectivement, toujours pareil, cette dynamique, cette transition dans les statuts azotés et hydriques qui se rapprochent de la dynamique des rendements et donc qui peut expliquer la variation de la dynamique des composantes du rendement. Et notamment en première année de conversion, les évolutions de l'eau et de l'azote peuvent complètement expliquer la réduction du nombre d'inflorescences et donc de grappes en deuxième année de conversion. Donc, si on continue à aller un peu plus loin dans le raisonnement, comment expliquer ces dynamiques hydriques et azotées? On a donc regardé aussi tous les facteurs enherbement. On a regardé donc le volume de végétation sous le rang et en interrang. Donc là, on commence à être sur des indicateurs qui sont un peu plus difficiles à interpréter et sur lesquels on a plus de variabilité parce qu'effectivement, ils intègrent beaucoup de pratiques et beaucoup de processus. Mais ce qu'on observe quand même sous le rang, donc c'est le graphique de gauche sur le volume de végétation, on a une augmentation du volume de végétation sous le rang en première année et en deuxième année de conversion. Et, qui peut être relié aussi au nombre d'interventions du travail du sol. Donc, on voit bien sur le graphique de droite que le nombre d'interventions, logiquement, par le passage en bio, il augmente, enfin d'intervention de travail du sol, augmente de conventionnel à C1 du fait de l'arrêt des herbicides et qu'on a un ajustement progressif de la pratique avec une augmentation du nombre d'interventions de travail du sol de C1 à C3. Voilà, donc la dynamique du volume de végétation sous le rang, il montre aussi une phase transitoire en première et deuxième année de conversion, notamment, qui peut expliquer une concurrence hydrique et azotée accrue. Et en C3, en troisième année de conversion, on s'aperçoit que ce volume rediminue à nouveau et en parallèle de l'augmentation des interventions de travail du sol. On n'a pas regardé du tout les effets sur de casse de racines ou ce genre de choses. On a vraiment regardé que la partie volume de végétation. Ensuite, on peut s'intéresser aux maladies, donc perte directe sur les rendements. Donc là, on est une analyse de l'année N par rapport au rendement récolté en année N.
Donc d'abord, on s'est posé la question de la sensibilité de la plante au travers de 2 indicateurs qui sont le nombre de feuilles par rameau et la compacité des grappes. Donc le nombre de feuilles par rameau, on l'a regardé à la floraison et là, c'est un peu plus, il y a beaucoup plus de variabilité dans les données. En tout cas, on ne montre pas, on ne peut pas expliquer une dynamique des composantes du rendement par une plus grande sensibilité de la plante aux maladies, en tout cas pas au travers des 2 indicateurs qui ont été observés, puisqu'il n'y a pas de différence dans le nombre de feuilles par rameau à la floraison et on n'observe pas de différence significative dans la compaction des grappes. Il semblerait qu'il pourrait y avoir une tendance au niveau de la compaction des grappes, mais rien de significatif. Et de la même façon, on n'a pas observé de différence dans le nombre d'interventions en verre, que ce soit sur les essimages et bourgeonnages et toute opération en verre. Donc, par rapport à ces pertes potentielles de rendement, la plante, a priori, n'est pas plus sensible, en tout cas pas d'après les indicateurs qu'on regarde. Donc, se pose la question de perte directe de rendement liées aux maladies. Donc, si on regarde les incidences et sévérités du mildiou et oïdium, là, on retrouve sur l'ensemble des graphes qui sont présentés ici des dynamiques avec des phases transitoires en première année et deuxième année de conversion. Donc, vous avez le mildiou en haut et l'oïdium en bas, avec à gauche les incidences et à droite des sévérités. Donc, incidence, pour être un peu plus précise, c'est le nombre de grappes touchées sur les 30 grappes observées, et la sévérité, c'est la surface touchée par le mildiou ou l'oïdium sur les grappes observées. Toutes les évolutions sont significatives ici et on observe effectivement ce que je disais, une phase transitoire pendant laquelle en fait le mildiou et l'oïdium vont impacter la vigne, notamment en première et deuxième année de conversion. Donc on a donc des pertes directes liées au mildiou et à l'oïdium. En troisième année de conversion, c'est pour ça qu'on parle de phase transitoire. En fait, les niveaux d'incidence et de sévérité sont à peu près au niveau du conventionnel. En tout cas, on ne peut pas les distinguer, voire meilleurs si on part de la sévérité, mildiou et idiome. Si on rajoute un autre indicateur d'évaluation, donc l'AIDB, indicateur d'évaluation des dommages sur les baies, qui est un indicateur multi-peste, donc qui intègre le mildiou, l'oïdium, les tordeuses et le botrytis. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de grande différence entre de conventionnel C1, C2 à C3, mais quand même, la tendance est significative. Donc, on retrouve une phase transitoire en C1 et C2. Et on montre en fait qu'en C1 et C2, le niveau de maîtrise des maladies n'est pas suffisant pour ne pas limiter, ne pas impacter les rendements. Et c'est ce qui est illustré dans le graphique à droite, où vous avez la relation entre l'AIDB et le nombre de Bécènes. Vous voyez que plus l'AIDB augmente, donc c'est notamment en C1 et C2, plus le nombre moins il y a de Bécènes à la récolte. Donc, clairement, en première année et en deuxième année de conversion, dans le réseau de parcelles, la stratégie phyto n'était pas satisfaisante en première et deuxième année de conversion, et elle est donc susceptible d'expliquer les baisses de rendement. Si on remonte à la stratégie de traitement, on voit qu'il y a une mise en place progressive en fait, de la stratégie contre le mildiou et l'oïdium, avec une phase transitoire aussi dans les pratiques et de l'apprentissage et du calage en fait, de la stratégie phyto. À gauche, vous avez le nombre d'interventions phyto. Donc, vous voyez encore cette phase transitoire en première année et deuxième année de conversion, avec vraiment une réduction du nombre d'interventions phyto en première année de conversion, même s'il y a une très forte variabilité, et le nombre d'interventions remonte en deuxième année et troisième année de conversion. Plus précisément, c'est sur les graphiques de droite. Vous avez l'oïdium et le mildiou. Vous voyez qu'il y a des effets j'augmente les traitements, je diminue le nombre de traitements. Donc, vraiment des effets d'apprentissage entre C1, C2 et C3. On s'aperçoit que la stratégie, elle commence à être calée. Et ou alors, vous avez en fait deux situations d'apprentissage entre mildiou et oïdium, soit un cas où on augmente progressivement le nombre de traitements, soit un cas où on augmente, on diminue, on rebaisse. En parallèle, si on regarde les doses de cuivre et de soufre appliquées,
on a aussi cet ajustement sur les doses. Donc, il y a un ajustement qui se fait à la fois dans la fréquence de traitement et dans la quantité de cuivre et de soufre appliqués pour gérer progressivement le mildiou et l'oïdium. Et cet ajustement, il se fait principalement en première et deuxième année de conversion. Et à partir de la troisième année de conversion, on a une stabilité en fait dans la stratégie. Donc, il y aura d'autres résultats à vous présenter, mais bon, là, il fallait faire court. Donc, pour résumer, donc, la conversion vers le bio en viticulture, elle implique quand même des changements de pratiques importants. Ça, on le sait par le cahier des charges. Mais ce que l'étude a montré, c'est que ça a impacté en fait l'ensemble de l'agrosystème et des composants de l'agrosystème viticole. Donc, on observe des changements sur la gestion de la végétation associée qui se traduit par beaucoup plus de volume de végétation et une concurrence hydrique et azotée pour la vigne, un impact sur l'élaboration du rendement qui est principalement dès la première année de conversion et qui impacte du coup le nombre d'inflorescences à partir de la deuxième année de conversion, mais un impact qui continue jusqu'en deuxième année de conversion. Et là, on le voit dans le nombre de baies aussi, dans le poids moyen des baies. On a un tâtonnement dans la mise en place des stratégies phyto, avec, pareil, qui se traduit par plus de dégâts mildiou-oïdium en première année et en deuxième année de conversion. Et pareil, ça a un impact direct, cette fois-ci, ce n'est pas un impact limitant, sur le rendement, en particulier sur le nombre de baies et sur leur qualité. Donc, voilà, la conversion en bio, c'est une phase transitoire, donc qui, a priori, pourrait donc être minimisée, parce qu'effectivement, si on découple les changements de pratique, on aura moins d'impact sur les différentes composantes du rendement. Et ce qui est sûr, c'est que l'impact de la conversion, il est quand même assez court. C'est 2 ans et on a un retour dès la troisième année à un niveau proche du conventionnel. Donc, il est assez limité dans le temps. Et donc, tout l'enjeu pour accompagner la conversion, c'est donc de limiter cette période C1, C2 en fertilisant en dernière année de conventionnel pour éviter au maximum le stress azoté de première année de conversion, en fertilisant bien dès la première année de conversion aussi, en essayant de gérer au mieux le stress hydrique en dernière année de conventionnel et en première et deuxième année de conversion. Donc, ça passe par la gestion des adventices et la gestion notamment précoce des adventices en première et deuxième année de conversion pour limiter la concurrence hydrique et azotée. Et après, d'un point de vue traitement phyto, ce que montrent les apprentissages sur les stratégies phyto, c'est qu'il vaut mieux éviter de fractionner trop les doses de fongicides en première année de conversion et augmenter la cadence de traitement, notamment en première année de conversion. Voilà, j'arrête le partage.